Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein l'ado, l'émission consacrée aux adolescents, à leurs parents et à tout ce qui tourne autour. Et aujourd'hui, nous sommes enchantés de recevoir des invités prestigieux. Vous l'avez tous suivi à la télé, c'est une des plus grandes stars actuelles. En Suisse, elle fait un malheur. J'ai nommé Thalie. Thalie, 8 ans et demi. Thalie, bonjour. Bonjour. Ah, salut, elle est contente, j'adore. On va kiffer ici. On a à côté d'elle son grand frère, Emmanuel. Emmanuel, 18 ans, il va nous raconter tout à l'heure ce qu'il fait. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Content d'être là? Très content. Eh ben, tu vas voir, et j'espère que ça va durer pendant l'heure. Chani est à côté de lui. Chani, salut. Chani, elle a 20 ans, c'est toi la grande de la famille ou il y en a des plus grands encore? Il y en a encore des plus grands, ils ne sont pas tous venus. Et ici, nous avons la maman. Alors, pour les connaisseurs, la maman est quand même relativement connue. Nourit Braun. Nourit est connue parce que depuis la Suisse, aujourd'hui, elle dirige la branche suisse du Keren Yerushalayim. Et elle va d'ailleurs nous envoyer une petite subvention pour plein l'ado ici, mais elle ne le sait pas encore. Bien sûr, Bernard. C'est évident. On peut faire un trait dessus, ce que je fais actuellement. C'est bien. Nourit, bonjour. Bonjour, Bernard. Alors, Nourit, avant qu'on rentre dans le passage consacré complètement aux ados, etc., parle-nous un peu de toi, de ce que tu fais, comment tu es arrivé en Suisse. Tu étais suisse à la base ou pas du tout? Allez, raconte-nous un peu tout ça et ça va nous plonger dans l'émission directement. Eh bien, en fait, j'ai grandi relativement proche de la Suisse, du côté de Bâle, dans le côté alémanique. Et si je me suis retrouvée après en Suisse, c'est parce que j'ai suivi mon mari qui a été nommé par sa boîte en Israël pour intégrer le CERN, le Centre européen de recherche nucléaire. Et comme toute épouse conquise, j'ai suivi mon mari. Oh, c'est beau. Au début, voilà, pour une année ou deux. Et puis, ça fait 15 ans que nous sommes en Suisse avec nos enfants. Et nous avons une petite Suissesse avec nous, c'est Thalie. Voilà. Thalie, c'est la seule qui est née en Suisse, c'est ça? Absolument. Donc, on a notre autre fille qui est née à Strasbourg, parce qu'on a eu aussi un passage à Strasbourg. Et elle s'appelle comment? Elle a quel âge? C'est Chani, voilà. Ah oui, non, et la plus grande? Et le plus grand, c'est Jonathan qui est né... Jonathan, salut. La prochaine fois, tu viens au studio directement. Oui. Coucou Jonathan. Et qui est d'ailleurs très actif en Suisse pour les étudiants juifs et qui est aussi CFO parmi les étudiants européens. Et donc les deux garçons sont nés à Yerushalayim, dans le nouveau et l'ancien Shaarei Tzedek, pour plus de précision. D'accord. Alors on va reparler de tout ça. L'émission d'aujourd'hui était importante parce qu'on va parler justement des relations entre la communauté juive de Suisse et Israël, les relations, toi tu es au Keren Yerushalayim, tu contribues à faire construire Jérusalem et à la faire arriver encore plus au sommet de notre joie et de sa beauté. Jérusalem est de plus en plus belle chaque année, je pense que tu viens de le constater. Même si on fait la queue longtemps en Misra d'Apnim, Absolument. il se passe des trucs très jolis ici. Et maintenant, on va passer aux ados pour savoir un peu. Alors, Jonathan, toi, qu'est-ce que tu as fait dans Jonathan, n'importe quoi. Alors, je suis resté sur une vieille émission que j'ai enregistrée tout à l'heure. Emmanuel, on l'avait dit tout à l'heure, excuse-moi. Toi, tu as fait tes études où en Suisse? Tu étais à l'école en Suisse, c'est ça? Alors, c'est ça. Alors, je suis resté jusqu'à l'âge de 3 ans en Israël. D'accord. Ensuite, on est parti habiter à Genève. Et là-bas, j'ai fait toute ma scolarité dans les écoles juives. Et puis, l'année dernière, j'ai eu mon bac. Et cette année, je suis venu en Israël dans une yeshiva qui s'appelle Midrash Moel. C'est à Shaarei Chesed. Et voilà. D'accord. Comment on fait quand on était né en Israël? On est israélien. Quand tu arrives pour étudier, il n'y a pas de l'armée. Ils ne viennent pas te dire « Ah tiens, c'est bien que tu sois venu. » C'est justement l'âge bientôt. Comment ça se passe? Alors, si, j'ai eu quelques problèmes. Enfin, comme je suis israélien, normalement, à 18 ans, je suis obligé d'aller faire l'armée si je veux habiter en Israël. Mais on a droit à une année pour habiter en Israël sans devoir aller à l'armée. Mais après, oui, il faut que je parte à certains délais sans rester trop longtemps. Sinon, ils peuvent m'appeler à l'armée. D'accord. Et quels sont tes projets à toi? Alors, tu sais déjà ce que tu veux faire? Pour l'instant, je vais faire mon année de yeshiva. Et je ne sais pas encore ce que je veux faire.
peut-être. En fait, ça dépend si je veux habiter ici. Pendant l'année, tu vas décider en fait exactement. un peu. Cette année, elle m'aide à mieux réfléchir à ce que je veux faire. D'accord. Alors, juste avant de passer à Chani, on va passer à Tali. T'inquiète pas, je vais pas t'appeler Isabelle. Je suis pas complètement dans le coltard. Je fais en général 1 à 2 grosses erreurs par émission. Là, je l'ai faite. Donc, on peut continuer. Tali, comment ça va en Suisse? Toi qui es la petite Suissesse de la famille, ça va bien? Oui. T'es contente d'aller à l'école? Oui. Ouais. Tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Tu sais pas encore? Non. Ouais, toi, t'es une artiste. Je vois ça d'ici. Tu joues un instrument de musique ou quelque chose? Du piano. Ouais, je savais. Non, tu vois le don. Tu vois le don. Parce qu'à 8 ans, c'était pas joué, tu vois, absolument. Bon, dommage, je t'aurais ramené un piano, tu nous aurais joué un morceau. La prochaine fois, on fait ça, il n'y a pas de problème. T'es d'accord? Ah, allez-y. T'inquiète pas, il n'y a pas de piano, tu peux dire oui. Hein, ça coûte rien. Super, on est enchanté que tu sois là avec nous. Chani, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, moi, j'ai habité en Israël donc jusqu'à mes 5 ans, après être née à Strasbourg. Puis, ma scolarité à Genève jusqu'à la 3e. Puis, je suis repartie à Strasbourg pour faire mon lycée, à cause du manque de communauté juive à Genève, l'école juive, que je voulais garder quand même, qui était important. Tu es partie où? À l'école Akiba? À l'école Akiba, exactement. C'est bien Strasbourg, on se trompe rarement. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis en Israël. Donc, j'ai fait un séminaire, la Mikhlala. Et j'ai fait une année de maths à Bar Ilan, qui ne m'a pas plu. Et donc, j'ai décidé de trouver une autre voie. Donc, j'ai fait la Mechina de Harat Sofim. Et là, je commence cette année statistique et relations internationales à Harat Sofim. On avait une fille de l'école Akiba et à 2 émissions qui s'appelle Léna Tolub. Je ne sais pas si tu la connaissais, mais en tout cas... elle nous a bien aidés dans 3 émissions. Elle m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, on lui fait un petit salut. Salut Léna, bientôt. Et donc, toi aussi, tu hésites un peu sur où tu vas faire ta vie plus tard, ou tu as déjà une idée très précise? Non, alors si je me suis autant battue pendant 3 ans pour rester ici, malgré tous les problèmes, comme vous savez, d'un Katyn Roser qui revient en Israël, ouais, ça ne sont pas évidents, c'est vraiment parce que j'ai décidé que je voulais vivre ici. Et... Chani, tu avais quand même 5 ans. 5 ans, on est conscient quand même pas mal des choses. Quand tes parents sont partis en Suisse, ça a été difficile, le changement par rapport à Israël? Non. Tu te souviens un peu? Je pense qu'à 5 ans, on ne se rend pas encore assez compte. Pas encore assez, on parlait français à la maison, enfin à moitié. Donc, il n'y avait pas trop de dépaysement, je pense. D'accord. On va repasser à ta mère. Alors, Nourit, tiens, on va parler de ça avec toi aussi un peu. Avant de rentrer dans tes occupations professionnelles, dans tout ce que tu fais, tu es quelqu'un de très actif dans la communauté, les gens te connaissent. Comment s'est passé pour toi, ce passage-là, justement, de partir pour 2 ans et puis d'un coup de t'apercevoir que, parce que des questions de boulot, de trucs et tout, et ben, pour l'instant, on est en Suisse. Oui, c'est vrai que c'était absolument... c'était déjà une période différente des périodes que j'avais vécues en Israël. C'était la période de 2000-2003 où il y a eu beaucoup d'attentats à Jérusalem. On se levait le matin, malheureusement, on ne savait pas comment on rentrait le soir. C'était une période aussi où je ne sortais pas mes enfants au canyon, ne serait-ce que pour leur acheter une paire de chaussures parce qu'on avait peur. Et j'avoue que souvent, dans le bus, j'étais un peu seule. Donc, c'était une période où il fallait chercher à la fin même les masques parce qu'on avait pour nos enfants et que mon mari avait beaucoup de tsav shmoné. Et donc, c'est vrai que quand on est parti à Genève, on s'est rendu compte que tout à coup, il y avait vraiment une très, très grande différence. Il y avait un calme. Et une des choses qui m'a marquée avec mes enfants, c'est quand je suis rentrée pour la première fois en Suisse dans un centre commercial. Mes enfants se sont arrêtés net en passant la porte en me demandant où était le buzzer du monsieur qui... Où est le portique et où est le bonhomme avec voilà. son bâton. Et ils se sont arrêtés net. Je leur ai dit, ici, c'est un pays où il n'y a pas de buzzer, il n'y a pas de bonhomme à l'entrée. Et ils regardaient derrière eux, ils étaient un peu perdus. Donc c'est vrai que c'est une période... C'est pas un peu trop calme, la Suisse, pour un Israélien, quand même? C'est calme, mais ça fait du bien aussi. Après 9-10 ans en Israël, moi, j'ai beaucoup apprécié parce que ce qui me manquait en Israël aussi, c'est cette possibilité de sortir d'un pays à l'autre, d'aller dans un endroit verdoyant, calme, où il n'y a pas beaucoup de monde. Et je ressentais ça vraiment comme quelque chose qui me manquait un petit peu. J'étais à Bâle une fois, j'ai klaxonné à l'israélienne un type, il y avait 200 types qui m'ont regardé, c'est qui c'est ce malade
Qu'est-ce qu'il veut? J'ai dit, oula, c'est un petit réflexe, on va le ranger. Oui, c'est vrai qu'on perd vite ce genre de réflexe. C'est bien. Et on reconnaît assez vite les Israéliens qui viennent visiter la Suisse. Alors Emmanuel, vous, de votre côté, vous passez du pays calme et qui va à son rythme, etc., à Israël actuellement. Comment ça se passe? Vous ne devenez pas fou? Alors, Ils vous poussent pas un peu dans le bus là, en non, montant là ça va. On va dire que comme on venait souvent en vacances ici pendant les 2 mois de vacances pour voir la famille, donc ça, on va dire, on est habitué. Mais après, bon, c'est vrai que de vision, quand on vient de l'extérieur, par exemple quand on vient de Suisse, on se dit Israël, c'est un peu le pays où on vient que pour les vacances. Donc moi qui viens ici pour l'année maintenant, ça fait un peu bizarre, mais bon, je m'habitue bien. Comment ça s'est passé, Soukhot, avec toutes les Soukhot partout? C'est quand même impressionnant, non, c'est super beau. On voit le bel esprit juif que... par exemple, pour Soukhot, je suis content de le passer en Israël parce que même si la Suisse, on dit que c'est bien pour le reste de l'année, pour les fêtes, au moins, c'est joli, Israël. Et au niveau du climat, ça allait? Ouais, ça va. C'est un climat de vacances, mais on s'y habitue. Tali, comment ça se passe? C'était bien, Israël? Les petites vacances? T'as aimé? Ouais. Dis-moi, ça reprend quand l'école, là? Bah, après. Officiellement, mardi. Et quoi, tu vas sécher 1 ou 2 jours hein? Ah, c'est bien. Ah, bravo. Bravo les Suisses. Bon, en tout cas, t'as l'air heureuse d'avoir passé ce petit moment-là, c'est sympa. Oui. Alors, comment ils sont les enfants israéliens que tu as rencontrés un peu? Bah, c'est pas du tout la même chose qu'à Genève. Ah, j'en suis sûr, c'est pour ça que je te pose la question. Ils sont excités, ils courent, ils crient partout. Ah Bah, c'est toujours. Enfin, on se demande comment ils font pour rester à manches longues et les collants et tout ça, ils ont pas chaud. Ah ouais, vous étiez où? Vous étiez à Bedvegan, c'est ça, dans le coin là-bas? Ouais, ah oui, ils ont pas chaud. Moi, je me pose cette question. En hiver, ça va encore, mais au milieu du mois d'août, je me suis toujours posé la question. Effectivement, c'est pas simple. Et Shadi, comment ça se passe la vie en Israël là, depuis que tu te bats, comme tu as dit, pour rester, etc. Tu commences à te refaire, à comprendre comment ça marche ici en Israël? Ouais, alors je pense que je suis vraiment super bien intégrée par rapport même à mes amis que j'ai vu arriver en même temps que moi. La langue et tout, c'est revenu? J'ai fini l'Ulpan, j'ai eu mon Ptor, tout va bien, ça y est. En Suisse, vous parlez tous un peu hébreu, non? Comment vous débrouillez? J'ai vu plein de types qui parlaient bien, moi. Il y a quelques Israéliens perdus qui, les parents. Et donc, ils font un petit Ulpan local aussi, parce qu'il y avait des gens qui avaient des notions plus qu'à Paris, des fois. Oui, on a des ulpanim qui sont en effet bien développés en Suisse dans les communautés juives. Et il faut dire que tu dois être étonné parce que contrairement à la France, les Suisses parlent plusieurs langues de base. Alors non, on n'est pas étonné, ça fait partie des petits mythes. Et je voulais repasser sur les mythes. Alors le fait que les Suisses sont calmes, ça c'est pas un mythe, c'est une réalité, etc. Réalité. Et le deuxième truc, c'est qu'ils parlent plusieurs langues, mais ils n'ont pas trop de choix apparemment. C'est aussi géographique. Explique-nous un peu ça, comme ça on aura fait une petite leçon sur la Suisse, qu'on comprenne un peu comment ça marche. Alors la Suisse a plusieurs... Toi, tu m'avais parlé un jour du nombre de langues que tu parlais. Ah oui, non, parce que je parle aussi allemand, parce que si... Ça... Oui, parce que forcément, quand on grandit en Suisse alémanique, on apprend l'allemand. Mais il y a une différence aussi entre l'allemand parlé, qui est selon l'endroit où on se passe, qui est une sorte de patois comme le Schweizerdeutsch ou le Basler-Deutsch, qui est basé sur Bâle ou sur Zurich. On a aussi le romanche, qui est une sorte de Suisse francophone, patois parlé dans les villages. Oh mon Dieu. Mais voilà. Mais on a les langues du pays sont vraiment le Hochdeutsch, c'est-à-dire l'allemand, et puis le français et l'italien, puisqu'on a une partie de la Suisse qui est italienne et qui est encore un autre langage qui est entre l'italien mélangé avec du suisse, quoi. Vous parlez vous aussi quelques langues là non, vous regardez maman, vous dites... À l'école, on parlait le français normalement, puisque Genève, c'est dans la partie où on parle français. Ensuite, l'anglais et l'allemand, c'était obligatoire. Et puis l'hébreu. Mais je sais que dans d'autres écoles, par exemple, de mes amis, par exemple dans les écoles non juives, ils avaient aussi le choix de parler l'italien ou quelques-uns le chinois. Le mandarin, oui. Ok, Shani, oui, il y a un phénomène en Suisse, il y a beaucoup de gens, même de personnes religieuses, etc., qui ne mettent pas leurs enfants en école juive. Pourquoi? Il n'y a pas d'école juive développée, très développée? L'école juive est assez petite, on va dire, et forcément, du coup, ils ne peuvent pas proposer beaucoup de choses, ils n'ont pas le niveau des autres écoles.
malheureusement. Et du coup, ça pousse beaucoup de gens à vouloir donner le meilleur à leurs enfants, et ce qui n'est malheureusement pas l'école juive aujourd'hui. Donc toi, tu as dit, je veux pas aller en école non juive, donc je vais à l'école Akiba et je m'en vais là-bas, d'accord. Comment ça marche pour les gens justement qui sont orthodoxes même et qui se disent, bon, ben, il n'y a pas obligatoirement beaucoup de choix, il n'y a pas un grand niveau. Comment ça se passe? Vous avez des accords avec les écoles là-bas? Tu m'avais touché un mot une fois d'accord que vous avez passé avec l'école. Alors, on a développé, en fait, une grande partie des enfants juifs fréquentent l'école catholique, qui est une école très huppée à Genève, qui est excellente dans ses réussites. Je dirais que les écoles juives ont un bon niveau, certaines plus dans le Kodesh, dans le Chol, mais ont un bon niveau. Seulement, en Suisse, le programme qui est proposé dans les autres écoles, pour un prix qui est quand même assez cher en Suisse, puisque toutes les écoles sont privées en Suisse à partir du moment où elles ont une religion. L'État n'aide pas comme en France. Et donc, l'école, plus elle est grande, plus elle a d'élèves, plus elle peut proposer sport, natation, etc. ou d'autres choses qu'on ne peut pas proposer. Alors, on va approfondir tout de suite, juste après notre petite pause. On va rentrer un peu plus profondément dans cette histoire. Avec plaisir. À tout de suite. Plein l'ado, la suite avec nos amis suisses qui sont venus, Emmanuel, Chani qui viennent faire des programmes en Israël cette année, et notre petite star, mais qui ne veut pas chanter dans le studio, mais j'ai encore 3/4 d'heure pour la convaincre, Tali. Et sa mère n'en chantera pas, je n'essaye même pas. Donc... Non, aucun risque. Aucun risque. Bon, et maintenant, on revient à toi, Nourit, et raconte-nous un tout petit peu qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que le Keren Yerushalayim, qu'est-ce que vous faites, comment tu travailles en Suisse pour cette institution, et toutes les autres choses que tu fais dans le cadre communautaire. Comme ça, après, on pourra passer à tes enfants voir leurs études, mais on aura assuré ce côté-là. Alors, en fait, Keren Yerushalayim a des bureaux un petit peu partout. Elle fête son cinquantenaire, son jubilé. Et la Fondation de Jérusalem a des boards qui se créent un peu partout et ramasse des fonds uniquement pour les citoyens de Jérusalem, quelle que soit leur religion, leur engagement, etc., pour Jérusalem. Donc, par exemple, on a une partie de Genève qui est versée chaque année pour les Jardins de la Paix, qui est hébergé dans le YMCA, le YMCA. Nous avons aussi une partie qui a été donnée, par exemple, lorsque vous allez visiter au Gan HaChayot à Tanahi, au jardin zoologique, les loups, c'est une donation de Genève. Donc, on a pas mal de choses sur lesquelles, et beaucoup d'autres, pour beaucoup d'autres choses. En tout cas, c'est donné, c'est reversé à Jérusalem de manière intégrale. Voilà, ça c'est un petit peu le côté de la fondation. Toi, tu es la déléguée pour la Suisse ou aussi l'Europe un peu voilà, donc c'était les pays francophones parce qu'on a divisé la Suisse justement j'ai une autre collègue qui s'occupe du côté alémanique, donc l'Allemagne, la Suisse alémanique et l'Autriche. Et moi, c'est plutôt le côté français, voilà. Donc les pays qui, comme la comment Belgique. ça se passe? Tu dois aller vers les donateurs? Vous les connaissez déjà? C'est des gens que vous relancez un peu? Alors la particularité, c'est que tous les bureaux des autres pays existent. Nous avons des bureaux au Canada, partout, qui existent déjà depuis 50-40 ans. Et la particularité de Genève, c'est qu'elle n'a jamais eu de bureau parce que Teddy Kollek venait lui-même serrer la main à de grands donateurs qui sont très connus comme Safra, puisqu'on a le Kikar Safra, c'est le Safra de Genève, bien évidemment. Et c'était vraiment en se serrant la main et en connaissant les gens de manière très proche. Donc le bureau de Genève n'a que 5 ans. Il a été entièrement créé et monté par mes soins, y compris par mon board, où j'avais par exemple, bien entendu, des juifs comme des non-juifs dans le bureau, et entre autres, par exemple, le père du maire l'ancien maire de Genève, ou même l'ancien maire de Genève faisait partie de notre board. Et nous travaillons en effet pour amener vraiment, et faire connaître aussi, c'est un petit peu, on sert un petit peu de Merkaz Hasbara, d'explication, parce qu'on entend Jérusalem. Les gens ne savent pas trop sur quel pied danser, donc on a le côté évidemment Jérusalem la catholique, Jérusalem juive et Jérusalem musulmane,
Et c'est vraiment un travail pluriel d'expliquer aussi le côté juif, parce que c'est très important aussi de transmettre les valeurs du judaïsme qui sont là. Alors Nourit, comme on est dans l'émission Plein l'ado, est-ce qu'il y a des projets éducatifs qui sont soutenus par le Keren Yerushalayim? Alors, Keren Yerushalayim, oui, par exemple, peut-être vous le connaissez, c'est la maison Canada House, qui est derrière la mairie, qui a été fondée par exemple par les Canadiens et qui sert évidemment pour les jeunes, avec un côté intergénérationnel où il y a des personnes âgées qui peuvent venir en journée avoir certaines activités. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait aussi pour les enfants, pour les jeunes, pour les moins jeunes. On a des bourses d'études, Mahon Lev, beaucoup d'autres choses. Et on va dire que c'est vrai que la Fondation de Jérusalem a tendance à être considérée un petit peu de gauche, mais aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus pluriel. Et nous avons une nouvelle présidente qui était une ancienne du Keren HaYesod et qui est une femme, maman de 3 enfants, Shomeret Shabbat, et qui a ouvert tout ça de manière beaucoup plus équilibrée pour tout le monde. Et nous avons des personnes de toute confession dans la Fondation de Jérusalem, et c'est ça qui est très, très important. Okay, voilà, ça c'est pour la Fondation. Alors on va ensuite t'interroger sur ton rôle un peu dans la communauté aussi là-bas à Genève, pour tout ce qui est ton rôle dans l'éducation, parce que tu es aussi une éducatrice, tu es quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps et qui travaille dans l'éducation et qui a des projets. On va en reparler tout de suite, mais d'abord on va revenir à nos amis, et plus particulièrement à ma petite amie Tali. Tali, quand tu vois ta maman travailler tous les jours et faire des choses, etc., tu comprends quelque chose de tout ce qu'elle fait? Pas tout, mais un peu. Un peu. T'as compris qu'elle travaille pour le peuple juif beaucoup, elle fait plein de projets et tout? Ça, pas vraiment. Hein, elle t'expliquera à la maison. Elle t'expliquera. Tali, tu m'as dit tout à l'heure que tu ne savais pas ce que tu voulais faire plus tard, etc. Comment c'est un peu compliqué ma question, mais c'est pas grave. Au pire, Emmanuel il t'aide, d'accord? Si jamais. Comment c'est d'être une petite Suissesse juive et de vivre comme juive comme ça en Suisse, de venir à Jérusalem en vacances, de venir et de voir aussi des Israéliens, plein de choses. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand il y a tout ça? Bah, ce que j'aime en Israël, c'est qu'il y a pratiquement tout qui est cachère. Ah ouais, c'est sympa ça. Tu vois le résultat. C'est pas toujours une affaire. Oui. Bah, c'est pas la même chose. Enfin, bah, d'abord, c'est pas les mêmes températures. Et t'arrives à t'adapter. Qu'est-ce que tu vas raconter quand tu vas rentrer en Suisse à tes copines et tout? Bah, toutes les sorties que j'ai fait avec Manu, Chani, enfin toute la famille. Ah, c'est sympa ça. Ils connaissent des bons endroits et tout, ils vous emmenaient. Ouais, on était à la plage, on a mangé beaucoup de choses. C'est sympa ça, elle revient souvent sans ça. Et tu étais au zoo. Et il y avait des choses et Tu as vu le parc des loups, là, au zoo? Ouais, je suis allée au zoo. Maman, c'est sûr qu'elle s'arrêtait en disant, ben ça, c'est nous. C'est vrai. C'est nous. C'est vrai. Ça loupe pas, ça. Ah, c'est sympa, tout ça. Emmanuel, c'est toi qui as servi un peu de guide ou c'est plus Chani, là? Regardez, vous êtes dans ma ville, là, je connais. Ça va, c'était assez... on se partage la garde de Tali en vacances. Mais ouais, par exemple, je l'ai amené... on est parti au zoo une journée entière. On n'a pas l'impression qu'il faut la garder beaucoup. Vous pouvez la laisser. Elle va se débrouiller. Ça va, elle est assez sage. Mais ouais, par exemple, je l'ai amené au zoo et voilà, c'est sympa. T'as aimé le zoo? Ouais. Ils n'ont pas encore ouvert l'aquarium. Si, déjà? Ah ouais, il était sympa. On l'a loupé. Ouais, j'étais pas encore au courant, moi. Ah ouais, d'accord. Enfin, ils ont ouvert un nouvel aquarium. Enfin, ils n'arrêtent pas d'en parler comme un truc super. Moi, j'ai pas vu, mais j'espère qu'il est assez grand parce que des fois ici, c'est un petit pays quand même. Ça va être quelque chose de grand et ça va être aussi quelque chose de... C'est quelque chose de très bien. C'était déjà complet parce que les places avaient été réservées à l'avance jusqu'à la fin de Sukkot. Il y avait tellement de demandes. Ah ok, ça. D'accord. C'est pour ça que vous l'avez loupé. Oui, un projet de la Fondation. Ah, mais bravo. Voilà. En passant, hop, elle a glissé le poisson là. Magnifique. On s'arrête pas au loup à la Fondation. On avait aussi le poisson.
Un beau projet de la Fondation. Je me demandais comment vous avez fait ça. J'ai vu les photos, ça a l'air superbe, mais bravo. Bravo la Fondation. Merci. On va venir vous voir d'ailleurs. C'est noté. Le mec qui recommence. C'est noté. Attention, Emmanuel, raconte-moi un peu. Il y a d'abord dans le programme que tu fais dans l'Yeshiva, il y a d'autres Suisses? Alors, je suis venu avec un copain de Genève qui a fait avec moi sa scolarité. Tu t'es dit, il vaut mieux assurer le coup. C'est ça, on va dire que c'était un peu plus simple de venir à deux, deux amis. On était ensemble, on a passé le bac ensemble. Et puis, on s'est dit, on avait à peu près les mêmes idées, les mêmes on va dire, le même esprit, la même optique. Donc, on a cherché ensemble une yeshiva qui correspondait à ce qu'on voulait, et puis on a trouvé ensemble. Et qu'est-ce que vous voulez exactement? Quelle est la recherche? Alors, vu qu'on vient de Suisse, de Genève, on va dire qu'il y a des écoles juives, mais on va dire qu'on n'avait pas un niveau extrême en Kodesh, en Gemara. Donc, moi, par exemple, après l'école, je faisais des compléments, mais même avec ça, je sais que je ne voulais pas aller dans une yeshiva où j'allais être largué dès le début parce que ça serait trop compliqué. Donc, on a pris... c'est une bonne yeshiva, d'après toutes les échos, qui prend tous les niveaux. Et puis on peut arriver rapidement au sommet. Il y a des super personnes là-bas qui aident vite à progresser. Voilà. Et c'est une yeshiva qui est assez libre comme ça parce qu'on vient d'un milieu, on va dire, on voulait pas être trop braqué d'un coup parce qu'il y a des yeshivas en Israël où parfois on est très très restreint et là-bas c'est assez libre, donc on s'épanouit. Donc vous pouvez sortir entre deux cours de Gemara, aller manger un shawarma et revenir. Voilà, on a compris. C'est bien joué. Ils étaient privés du kasher. Hein. Bon choix de yeshiva, effectivement. Fais attention juste à la fin de l'année de ne pas revenir avec 10 kilos en trop. C'est très rapide. Hein. Ça va, il y a une salle de sport. Ah, il y a une salle de sport. Très fort, les yeshivas. Ils ont tout prévu. Magnifique. Chani, toi, tu es venu seul. Et... C'est important pour... J'ai une petite question. Tiens, je vais te la poser à toi. C'est important pour un Suisse qui est des Suisses aussi, pas loin? Ce que j'ai remarqué quand même, j'en connais quelques-uns, moi, sur Jérusalem, quand ils se croisent, tu vois, ces petits clins d'œil. Il y a les Bloom, il y a la Bloom et son mari Shraga qui fréquentent beaucoup de studios ici, il y a le Rav Botchko, ils se font des petits clins d'œil, même quand ils étaient en Suisse. Ça va, ouais. Je peux me permettre, avant que tu termines la question, Ayala était l'enseignante au GAN de Manu. Ah, bah voilà, on saura. Et s'il chante aussi bien, on sait pourquoi. C'est une secte. Alors, c'est important d'avoir des concitoyens comme ça qui viennent, de les repérer? Alors, la vérité, c'est que de ma génération, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ah ouais, donc le problème était réglé, quoi. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont venus, qui ont fait aussi des programmes Massa, mais vraiment pas beaucoup, moins à Jérusalem. Et la vérité, c'est que comme on est francophone, on se retrouve aussi avec les Français plus tôt. Il y a des... Je ne vais pas insister sur la deuxième partie, parce qu'on a 4 parties ici dans l'émission, mais il y a des missions, tu sais, moi je fais des salons, par exemple, à Paris, de salons de la Alia francophone, etc. Et des fois, on arrive dans des communautés qui sont très ouvertes, mais à cause des grandes vagues de Alia qu'il y a eu ces dernières années, il y a des communautés où c'est quand même plus dur. Aussi, où ils disent, bon, ça y est, la moitié de la communauté est partie, ou à quart, on se calme un peu dans les... comment ça se passe? Quel est le lien un peu entre la Suisse et Israël, sans que les Suisses se sentent menacés, mais d'un autre côté, parce que vous avez l'air très, très motivés, très sionistes, peut-être du fait aussi que vos parents étaient en Israël, et peut-être ils ne sont pas tous comme ça. Et d'un autre côté, on a l'impression qu'un peu les communautés un peu en Europe commencent à en avoir marre un peu de ces histoires de Alia, et c'est bon, ça y est, c'est bon, vous avez pris pas mal de gens, laissez-nous un peu dans les communautés... avec nos personnes, il y a besoin aussi de juifs un peu dans le monde entier, ça y est. Comment ça se passe en Suisse? Alors, le fait est qu'en Suisse, la vie est d'une bonne qualité, l'antisémitisme est faible, donc forcément, les juifs ne se sentent pas obligés de partir et donc n'en ont pas envie. Donc, ceux qui partent, c'est vraiment par idéologie, parce qu'ils ont envie d'aller en Israël, c'est pas... voilà. On fuit rien, quoi. D'accord. Et comme la communauté en majorité n'est pas non plus religieuse, ça ne dérange pas le manque de communauté juive. En général, ceux qui partent, c'est ceux qui recherchent un peu ça.
de voir un peu autour de autre chose. Vous êtes de Genève. Il y a une grande différence avec Lausanne, par exemple. Comment ça se passe? Il y a une différence entre les villes, même au niveau du nombre d'écoles juives, ouais. Niveau de religion, peut-être des gens. Comment ça se passe? Oui, je pense. Ouais. Oui, je pense que par exemple, on ne peut pas comparer avec Zurich, qui a quand même beaucoup d'écoles juives et beaucoup de religieux sur place. Contrairement, Lausanne est, je dirais, très sioniste et très soudée. Et Genève a plus d'écoles, certes, parce qu'elle est plus grande, mais c'est vrai. Quelle est la taille? On n'a pas parlé de la communauté juive en Suisse, un peu. Alors, il y a 18 000 juifs en Suisse, c'est tout. Ok. À peu près 5 à 6 000 en Suisse, à Genève, pardon, et une grande partie. On a la communauté libérale et la communauté juive qui sont plus ou moins à même niveau, 2500, 2300 plus ou moins, et après évidemment dispatchés dans les communautés ashkénazes, farad et autres. D'accord. Alors toi, tu es très active au niveau de la communauté. On va parler du Kécherdé qui commence à être connu grâce à toi, entre autres aussi. Allez, parle-nous de cette journée-là qui est un peu spéciale, ce fameux Kécherdé. Quelle était l'idée qui était derrière? Alors l'idée, en fait, c'est qu'on avait appris l'existence de... Je fais partie du Bnei Brit à Genève, qui avait donc appris l'existence du Yom HaLimoud qui se faisait à Londres et dans d'autres endroits, dans d'autres pays. Ça avait bien pris également en France. Et en fait, les communautés, ou en tout cas les gens, n'ont pas très accroché au fait qu'il y ait un Yom HaLimoud qui s'appelle le Yom Limoud. Et donc, la Bnei Brit a essayé de rassembler quelques personnes autour d'elle, de toutes les communautés, pour fédérer un jour d'études un peu plus ouverts. Un peu plus ouvert, un peu plus... rassembleur. Un peu plus rassembleur. On en parle tout de suite, juste après notre pause. Alors, on va continuer avec Nourit qui va nous raconter un peu ce Kécherdé. Et raconte-nous s'il y a quelque chose au niveau éducatif qui a trait à cet événement-là. Alors, Kécherdé donc, a été créé donc, par la Bnei Brit, qui rassemble vraiment toutes les communautés. C'était un petit peu difficile d'asseoir des communautés de tendance orthodoxe et moins orthodoxes, pour ne pas parler aussi, y compris des libéraux, ce qui a été quand même une réussite. Et puis, le projet qui a vraiment... La première année où on s'est rendu compte qu'il manquait des jeunes. Les jeunes ne répondaient pas à l'appel. Je parle des 18 ans, même des 16 ans. Et c'est vraiment là où le bas blesse. Et donc, on s'est tourné sur ce manque-là. Et l'année d'après, j'avais pensé à créer un petit peu une sorte de bar, comme un Starbucks, que je privatisais que pour eux, à l'intérieur de l'hôtel où nous faisons cette journée donc, de conférences et d'études, et qui a un thème chaque année. Et là, ça a commencé à prendre, et on a commencé à avoir 5, 10 jeunes, 15 jeunes, 20 jeunes, et puis ça s'est bien développé. C'est eux qui ont pris après les rênes de cet espace, en invitant leurs propres conférenciers, en gérant un petit peu un bar pour tout le monde, ouvert à tout le monde. Donc ça permettait aussi à d'autres moins jeunes de venir, ceux qui se sentent jeunes, éternels jeunes qui veulent venir écouter. Donc ça a permis ce jour-là d'avoir une visibilité un peu de la communauté juive suisse, globale. Beaucoup plus large. Vous invitez aussi des non-juifs au Kécherdé à venir voir, Alors visiter, ou c'était une discussion? Ça a été une discussion autour de la table, et on trouvait qu'il y avait déjà énormément de travail à rassembler les juifs de toutes tendances, qu'il fallait déjà balayer devant notre porte et faire ce genre de travail pour être assis tous ensemble autour d'une même table. Et c'est ce qui arrive, puisque le comité vraiment a des représentants de toutes les communautés, de tout âge aussi, et y compris des gens qui ne sont pas dans les communautés, parce que le but était aussi de faire venir des gens qui ne sont pas dans les communautés, et de leur dire, vous faites partie du peuple juif, vous avez une place auprès de nous, et c'était important pour nous de leur faire savoir. Et on s'est retrouvés la première année avec une très très grande surprise, puisqu'on s'attendait à avoir 150 personnes, on en a eu 614, ce qui est pour moi le 613 plus le 1 de l'unité. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et de cette jeunesse... Si elle avait eu 615, elle aurait trouvé une cabriole, je suis sûr. Elle est très forte. J'aurais cherché. Bon, les chiffres en Suisse, ça va, on gère.
Et puis, ça a donné naissance à un groupe des jeunes étudiants juifs, en tout cas en Suisse romande, qui s'appelle le groupe Ariel et qui aujourd'hui a quand même fait un énorme travail, qui est reconnu parmi la jeunesse juive européenne, qui est aussi... qui a été même présenté un projet à Washington, donc qui a été aussi agréé par le projet Noé en France. Voilà, je suis pas peu fière parce que cette année, c'est mon fils qui en est le président. Donc voilà, c'est que la pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre. Et je trouvais que c'était important de donner une parole à la jeunesse juive pour les prochaines années. Les gens viennent avec des enfants aussi au Kécherdé ? À partir de l'âge de 4 ans, absolument. Et on a... Tali, tu étais au Kécherdé, toi ? Oui. Oui, qu'est-ce que tu as fait là-bas ? Tu as chanté ? Parce que si tu as chanté là-bas, tu chantes ici. Non, j'ai pas chanté. Tu t'en sors bien, bravo. Ah, aussi habile que sa mère. Effectivement, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Ils ont fait partie d'ailleurs de Kécher. Emmanuel et Chani, vous étiez dans le coup un peu ? Vous avez aidé un peu maman des fois ? Vous avez filé un coup de main ? Toi, bon, tu pouvais pas tellement parce que bon... Alors si, quand j'ai pu rentrer à l'occasion de Kécher, je l'ai fait parce que c'est impressionnant de voir ce que sa maman elle peut organiser. C'était vraiment impressionnant comme elle dit ? Oui, ça l'était vraiment, ça a été super. J'ai participé en tant que bénévole, j'ai travaillé aussi un peu avec Kécher, bon, pas pour ma maman directement, mais aussi. Et c'est magnifique de voir qu'on peut, en Suisse, trouver autant de juifs à un même endroit. Et les gens arrivaient, il y avait une harmonie, même entre les libéraux et les orthodoxes, etc. Ils arrivaient à s'asseoir dans le même salon. C'est rare, presque, comme réussite, quoi. C'est très rare, surtout à Genève, où les communautés, il y a quelque temps, ne se rencontraient pas tellement. Et puis, Kécher leur a donné justement l'occasion de se rencontrer, de partager, des gens qui ont les mêmes professions parfois, mais qui sont de différentes communautés. Ça fait du bien à tout le monde, je pense. Emmanuel, toi, tu suivais ce que ton frère a fait aussi ? Là, il est quand même performant, là. Il est en train de pousser. Alors, ouais, vu que son groupe Ariel, il commence à 18 ans. Donc, pour l'instant, par exemple, il m'engageait pour... T'étais légèrement mis de côté. Voilà, je faisais les vestiaires ou j'étais... Ça me rappelle, mon frère avait un orchestre et je voulais aller avec eux, mais je jouais d'aucun instrument. Alors, il m'avait donné des trucs, je tapais, j'avais 2 bâtons comme ça, et ça me permettait de manger avec l'orchestre. Donc, tu faisais des vestiaires. Il y avait des pourboires au moins. Bien sûr. En voilà qui a gagné quelque chose dans le Kécherdé de façon claire. Tali, qu'est-ce que tu faisais, toi, à part suivre maman et rigoler ? Alors... J'adore, elle répond tout le temps. Elle est géniale, je vais la prendre. Elle avait fait une salle avec que pour les enfants. Donc, il y avait... Oh, wow. J'avais 2 copines avec moi il y en avait... Parce que c'était une qui était ma meilleure amie et l'autre qui était aussi une très bonne amie. Et les 2 mères, elles travaillaient pour Kécher. Pourquoi tu dis qu'il t'énerve depuis Je fais très attention au verbe. Très doué, Bernard, très doué. Je fais très attention au verbe, mais on va pas te donner de nom. Non. Et donc, leur maman ? Leur maman, elle participait aussi avec maman. Et... on faisait plein d'activités, on avait un coin, un déguisement, plein de choses. Et il y avait un ami à maman, il était très marrant. Et à chaque fois, en fait, au tout début, il nous a dit, bon, tout le monde va me dire son prénom. Et je dis Tali. Il me dit, ah, c'est toi la fille Nourite ? Je dis, oui. Ah oui. Et donc là, tout de suite, tu as eu droit à des avantages. C'est bien, ça. Et du coup, il a dit, elle est mignonne. Elle est mignonne. Ah, ça, je connaissais C'est pas. marrant, j'avais pas cru que c'était Abid Dali. Il est de nourrir quand même. Elle est mignonne, ça. Il est très fin, effectivement. Voilà. Toi, je vais te réinviter. Hein. Tu vas, la prochaine, chaque fois que tu viens ici, avec maman et papa, etc., tu reviens dans mon studio à coup sûr. J'adore, elle rebondit. J'ai des gens, des fois, de 15, 16, 17 ans qui ont peur du micro et tout. Elle part directement. Ah non, j'ai pas fini. Et donc, tu as droit au 4e quart d'heure, tu passes à la chanson, mais sûr. Bon, attention, on revient un tout petit peu.
Donc toi, tu faisais les vestiaires, toi, tu as filé un coup de main, etc. Emmanuel, je compte sur toi pour la prochaine fois, c'est toi qui tiens le coup. Là. Et au niveau de ton frère et truc, et au niveau du Quichardé, ça y est, vous avez arrêté de laisser maman tout faire. Ton mari aidait aussi, il vient, il passe. Bien sûr, il a fait partie l'année dernière parmi l'équipe qui a choisi des orateurs venant d'une communauté, notre communauté Marzik et Hadas à Genève. Mais bon, voilà, cette année, j'ai pris un peu de repos pour des raisons de santé, mais l'équipe a, je suis sûre, très bien travaillé et nous aurons encore une année. Nourid, je change de sujet complètement. Dis-moi. Comment c'est pour une maman juive de voir ses enfants partir en Israël, même si c'est pour un an, mais Shani, elle est déjà déterminée. C'est sympa ou c'est un peu angoissant ou ça donne des idées peut-être de retour un jour, dans un prochain avenir? À quoi tu penses? Alors, Comment tu vois ça? pour moi, ça me fait très plaisir de savoir que j'ai des enfants qui aiment Israël et qui sont intégrés en Israël. Je t'avoue que quand ils sont partis, ils étaient très jeunes. Quand ils sont partis à Strasbourg pour les 2 grands, parce que pour les 3e, j'ai réussi à ouvrir une classe de seconde, première, terminale. Et c'est plus facile de les voir partir en Israël que de les voir partir pour Strasbourg, même si j'aime beaucoup Strasbourg. J'y ai grandi une partie. Je pense en effet que toute personne qui veut vivre en Israël doit venir ici jeune pour son networking, pour grandir avec le pays, parce que ça avance très vite, ça change très vite, ça évolue. Et le fait de faire partie de cette jeunesse-là, qui est quand même, c'est la partie extraordinaire en Israël, c'est cette jeunesse quand même qui est extraordinaire, ce sont des bâtisseurs. Je veux dire, on a peut-être parlé des bâtisseurs dans les années 50 ou dans les années 60, mais c'est vrai qu'il y a eu plus un travail de l'armée parce qu'il fallait aussi apaiser le pays, planter des tentes et des maisons un peu partout. Mais moi, je trouve que cette génération, elle est extraordinaire. Ils sont très courageux parce que c'est quand même il y a encore du boulot à faire. Et je reste sur la pensée que quelqu'un qui veut intégrer Israël dans le monde du travail, c'est excellent pour lui d'être là pour les études. Même si tu pars une année faire un MBA quelque part après à l'étranger et revenir pour amener les cohortes en Israël, pour donner à Israël tes compétences, ce que tu as de mieux. Je pense que vraiment, ça fait partie d'un projet extraordinaire. Après, évidemment, pas tout le monde en est capable. Je pense notamment à des familles qui sont venues de France avec des enfants en bas âge et qui doivent intégrer le train dans sa course. Il faut savoir qu'il faut s'armer de patience, beaucoup de patience, de calme, parce que c'est vrai qu'il y a le stress du pays aussi. Et ce que je te disais tout à l'heure un petit peu, qui nous manque, c'est que quand tu veux quitter la Suisse, tu peux sortir en Italie, tu peux sortir en France, tu peux sortir au Liechtenstein. Quand tu veux sortir d'Israël, nos amis voisins ne sont pas très accueillants. Il faut prendre l'avion. Voilà. Faut prendre l'avion. Shani, comment tu te vois dans 10 ans en Israël? Comment tu t'imagines quand tu fais une petite projection? Là, businesswoman. Ah oui. Si tu veux. Voilà, enfin, le côté suisse. En Israël, peut-être à l'étranger un peu. Ouais. Businesswoman. Ouais. Yeah. Dans quoi? T'as une idée déjà un peu? Voilà, moi je suis dans mes études de relations internationales, donc en étant suisse, ça m'ouvre pas mal de portes aussi. Ok. Et vu mon sionisme, je pourrais faire pas mal de choses dans les 2 sens. Ou alors de l'autre côté, un peu plus scientifique, de faire des statistiques, travailler dans la finance aussi, je sais pas, on verra. D'accord. Emmanuel, toi, tu hésites encore, tu sais pas exactement, mais au niveau personnel, tu veux faire quoi, toi? C'est quoi ton... Pour l'instant, je n'ai pas encore d'idée si je veux habiter en Israël ou en dehors. Ça, tu m'as dit tout à l'heure. Et au niveau, toi aussi, business c'est possible. C'est à la mode de business actuellement. À l'époque, quand tu interrogeais même un Français, il disait je veux faire l'ENA, monter d'un truc. Aujourd'hui, business school, je vais faire un petit exit, je me mets 30 millions de côté et après on discute. Non, on va dire que je sais que notre génération, elle a un peu du mal à choisir. Par exemple, moi, je sais dans ma classe, on est quelques-uns à avoir pris la yeshiva aussi parce que vraiment on savait pas quoi faire.
Bon, moi, personnellement, c'est vraiment j'en avais envie, mais je sais qu'il y en a qui le font, par exemple, parce qu'ils se sentent pas encore prêts à choisir, à prendre des décisions, parce que je vois des gens, des amis à moi, qui, par exemple, ils vont dire, je vais faire ça, mais je suis pas encore sûr. Après, 1 an après, ils vont revenir sur leur décision. Et nous, on s'est dit autant en profiter pour faire une année de yeshiva, et quand on commence nos études, autant être sûr de ce qu'on veut faire. Et après, donc, ce que je veux faire, je suis encore ouvert vraiment à toutes les opportunités. J'essaye de discuter avec des gens qui sont en 3e, 4e année, ou qui ont déjà commencé à travailler pour avoir un peu des avis de gens qui ont déjà commencé leur travail. Ok, en tout cas, sache que si dans les options, tu repenses à Israël, comme disait ta mère, c'est un pays qui court ici. Je suppose qu'Israël ne ressemble pas du tout à ce que tu avais connu quand tu es sorti. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? À quel niveau tu sens le plus grand changement, peut-être? Jérusalem. Ouais. Incroyable. Incroyable, oui. Je pense qu'elle est passée de cette... elle était un petit peu, comment dire, une sorte de ville historique, un musée historique. Elle est passée à une ville vivante et je pense qu'on le doit en grande partie à Nir Barkat, qui a plutôt vu la ville et le développement de la ville. Voilà que... Il avait commencé d'ailleurs par des projets high-tech directement. Il faut ramener les gens, il faut qu'ils puissent travailler dans la ville, Absolument. la faire vivre. Et c'est une des pôles, puisque la Fondation de Jérusalem, une fois par an, elle travaille avec Nir Barkat pendant une semaine à voir quels sont les projets importants pour la ville. Et une des choses, c'est vraiment de ramener beaucoup d'étudiants à Jérusalem qui vont s'installer, qui vont aussi changer la face de la ville, parce qu'il faut absolument repeupler Jérusalem avec des jeunes qui travaillent aussi. Et évidemment, on sent aussi une grande différence dans le monde haredi, dans le monde ultra-orthodoxe et orthodoxe, qui commence à travailler, puisque les choses ont changé. Avant, de plus en plus, effectivement. Voilà, un grand-père pouvait sponsoriser, subventionner 2, 3, 4 enfants, mais une quinzaine de petits-enfants, ça devient un peu plus compliqué. Donc voilà. Effectivement, il y a un mouvement vers le monde du travail, même vers l'armée. Et même vers l'armée. Oui. Ah, excusez-moi. Le technicien a parlé un peu fort. Je croyais que c'était Emmanuel qui m'appelait. Emmanuel, toi aussi, tu avais connu Jérusalem il y a quelques années? Bah, je suis resté ici jusqu'à l'âge de 3 ans. Alors, mais tu n'étais pas revenu en vacances? Si, souvent. T'es revenu. Je l'ai bien vu évoluer, quand même. Ça a beaucoup changé. Même dans tout Israël, je me rappelle avant, quand on allait à Tel Aviv, par exemple, pour trouver quelque chose de cachère, c'était beaucoup plus compliqué. Et puis là, maintenant, on vient et quasiment tout qui est cachère, franchement, ça a bien évolué. En tout cas, tu peux trouver un peu partout. Là où tu vas trouver au moins un endroit cachère. Franchement, ça a bien évolué. C'est sûr. On en reparle tout de suite dans la 4e partie. Là où Thalie, si elle le veut bien, pourra nous chanter peut-être une petite chanson. Rendez-vous dans quelques secondes. La, 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 la. On révisait avec Thalie la chanson, vous nous coupez au milieu. On va demander à Emmanuel tout de suite comment ça se passe quand on a le projet de venir passer une année ici ou directement à Chani. Comment ça se passe quand on veut commencer à faire sa alia, entamer le processus et tout? Quels sont les obstacles? Quels sont les trucs qui se passent facilement? À quel moment ça coince des fois? On se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pratiquement rien ne se passe facilement. C'est la première chose qu'on comprend quand on arrive en Israël. T'as déjà tout compris. Tout ce qui est administratif, c'est une catastrophe par rapport à l'Europe. Donne-nous un exemple d'une petite anecdote. Raconte-nous un truc où tu as été bloqué. Ben là, par exemple, ça fait 3 ans que je suis en Israël et j'ai toujours pas fait ma Aliyah parce qu'ils me demandent tellement de choses que je ne peux pas leur donner. Ah, un exemple. Qu'est-ce qu'ils te demandent que tu peux pas donner, vraiment, pratiquement? On peut peut-être aider ici. On va en profiter pour essayer de brancher Calitas. Bah, c'est un tout, c'est des papiers, pratiquement tout le CV de la vie de mes parents, donc qui sont aussi israéliens. Comme je suis Catherine Roser, ils demandent beaucoup plus de choses. Okay. Non, effectivement, à partir du moment où tu reviens, ouais, ok. En plus, je sais pas si c'est compliqué d'avoir le droit au droit des Olim Khadashim. D'accord. Donc, si j'ai pas le droit, pourquoi je ferai ma Aliyah? Ouais. C'est un peu à double sens. Et puis bon, après, voilà, comme chaque chose, même si on a des droits, il y a des petites conditions. On nous promet plein de choses, on peut jamais les avoir, c'est toujours compliqué.
Je croyais que ça s'est arrangé avec le temps, mais Pas Non, du tout. de mon temps, il y a plus de 30 ans et tout, quand tu faisais ta Alia, tu avais des droits, par exemple, sur la voiture. Mais toi, tu voulais faire tes études, tu n'avais pas de fric pour une voiture, tu avais 3 ans de droits. Quand tu avais fini les études, il n'y avait plus de droits. Je ne comprenais jamais qui pouvait avoir la chance, si ce n'est le mec qui avait du fric et qui n'avait pas besoin des droits, qui pouvait acheter sa voiture. Bon, ce n'était pas clair, mais je pensais qu'il y avait eu effectivement des progrès. Bon, on va se pencher sur tout ça. Emmanuel, toi, c'est facile au moins de faire de la yeshiva, de s'inscrire Ou on te bloque aussi Non, ça va, je pense que c'est plus simple. Bon, déjà parce que je suis le deuxième, donc je viens après ma sœur. Ensuite, mes parents qui m'ont beaucoup aidé. Après, c'est vrai que si j'étais venu tout seul, l'angoisse des problèmes avec l'armée et tout, ça n'aurait pas été aussi simple à gérer. Je pense que mes parents ils m'ont aidé, par exemple, à faire des papiers et tout, que faire tout ça, je pense que c'est pas si simple. Ok, Tali, comment ça se passe de voir son frère et sa sœur qui s'en vont? À la maison, on s'ennuie? Pendant Shabbat, c'est un peu ennuyant parce qu'il n'y a personne qui joue avec moi. Ah ouais. Et alors, comment tu fais? T'invites une copine? Bah oui, parfois j'invite des copines, parfois je vais dormir chez des copines. Ok. Pas simple, hein, ces enfants qui se baladent. C'est... Bon, déjà, à Hanouka, on reçoit plus de cadeaux. Ah, Voilà. il y a des petits avantages. Pendant que ta sœur galère dans le ministère, toi, tu ramasses des cadeaux, c'est bien. J'adore son rire. Peut-être encore rire. Bon, à Hanouka, on ramasse plus de cadeaux. Pourim aussi, un truc, non? Pourim, il y a quelque chose à gratter? Bon, il y a des avantages. Ils reviennent pendant l'année Ouais, parfois. Elle est revenue, Chani, de temps en temps? Oui. T'as essayé de prendre sa chambre, ça a marché, non? En général, les plus petits essayent toujours. D'abord, c'est Ça a elle qui marché. partage Oh oui, ça. magnifique. D'abord, c'est elle Oui, qui la partage. connaissance des maisons. Mais d'abord, c'est elle qui partage ma chambre avec elle. C'est Bon, clair. on va pas traiter dans le studio, c'est peut-dire hors studio, on en discute. On essaie de trouver la solution à ces petits trucs. C'est bien pour lui faire des surprises. Après, elle est pas là, donc elle peut pas savoir. Donc après, ça fait Donc une t'as surprise. repeint la chambre, t'as profité pour faire la couleur que tu voulais. Non, j'ai acheté des cadeaux. Ah, t'es sympa toi comme ça. Sympa, des cadeaux de Hanouka dont tu voulais pas, tu l'as emballé. On a compris. Nourid, c'est pas évident de voir ses enfants partir comme ça, de se retrouver comme quand on était jeune couple avec un enfant à la maison pour Shabbat. Tu dis, Oui. oula. C'est vrai que là, il y a une grande différence. Il y a 9 ans de différence avec Emmanuel, qui est le dernier des 3 premiers, on va dire. Et le grand est aussi étudiant à Strasbourg, donc il n'est pas vraiment là souvent. Et oui, là, c'est dur, mais on sait que c'est un bien pour eux. La yeshiva, c'était pour nous évident que voilà, Emmanuel voulait avancer, voulait renforcer son judaïsme et son lernen, comme on dit chez nous, pour pouvoir après, dans sa vie future, même si elle est à l'étranger, en route s'arrête, étudier, continuer à étudier, etc. C'est bien. On fait partie de ces familles qui ont un pied dans le travail et le reste dans la Torah, quoi. Donc pour nous, c'est évident qu'on vit avec ça de manière tout à fait équilibrée. Et la Torah, c'est notre chemin de vie. Donc voilà, c'est bien pour eux. Donc c'est bien pour nous. Pour moi, j'avoue que c'est réconfortant de les savoir dans ce monde-là, dans le monde juif, dans le monde évidemment d'Israël. Après, chacun choisira sa voie. C'est évident. Nourid, toi qui es une grande professionnelle du Chinour, etc., qui travaille sur des projets, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus d'échanges encore entre la Suisse et Israël, des transferts de compétences sur des choses qu'on sait faire ici, des choses que vous savez faire, que vous avez amenées? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour échanger plus au niveau éducatif? Alors je pense que si depuis Routz Laaretz, on a énormément ramassé des fonds et souvent donné ou envoyé nos enfants, etc., pour faire les choses, je pense qu'Israël est arrivé à une telle maturité dans la connaissance, dans les programmes, qu'il est temps aussi maintenant pour Israël de penser, même si certains pensent que l'Europe c'est terminé pour les Juifs, pour ces Juifs qui restent en Europe et en Amérique, etc., de transmettre, de partager les compétences et le savoir
du monde juif, que ce soit évidemment la Torah, le sionisme, etc., l'histoire en tout cas du peuple juif, et de renvoyer un petit peu la balle en route s'arrête. C'est des temps qui est vraiment un échange, alors pas uniquement dans l'enseignement, je ne parle pas uniquement dans les contenus, je parle aussi dans les compétences. Je pense énormément à ce professionnalisme qu'atteint Israël dans le monde du chinour, et que malheureusement, dans les écoles juives, le manque de formation et le manque surtout de formation pédagogique est très important pour nous. L'école juive a toujours été une partie primordiale, essentielle pour le peuple juif. On n'a pas besoin de citer et revenir jusqu'en Pologne, dans le monde du Cheder, où les enfants apprenaient à lire. On n'a pas d'analphabète. Je veux dire, on a toujours appris. Donc, c'est très important qu'Israël, aujourd'hui, renvoie la balle à ce niveau-là. Je pense que ça devient essentiel. On peut imaginer des projets communs Absolument. Je pense qu'il faut absolument rassembler les forces. Je pense aussi que ça permettrait aux jeunes qui arriveraient ici... je ne suis pas une fan de l'année Mechina pour tout le monde. Je pense que à notre époque, la Mechina, ça n'existait quasiment pas. On s'intégrait très bien en Israël. Le travail pour les francophones, très bien, mais moi je rencontre beaucoup de Français qui sont là depuis 20 ans, qui parlent uniquement que français entre eux, etc. Je veux dire, quand on va étudier en Amérique, ou quand un Israélien vient étudier médecine en Hongrie, il n'y a pas d'année de Mechina. Donc on s'intègre, qu'on aille à YU, à l'université de New York, ou n'importe où, on rentre dans le... C'est sûr que c'est un jeune a un peu la langue, c'est plus facile de le faire rentrer directement. C'était l'année de Mechina à l'origine. C'est ça. Était plus un passage un peu obligatoire à cause de la langue, à cause de l'hébreu, puis on construisait quelque chose un peu autour. Absolument. Donc c'est évident que les premières années, c'est exactement le travail que fait aussi Kalita pour donner ce tremplin au monde francophone qui arrive en Israël. Mais je pense qu'il faut construire en amont. Voilà, c'est pour ça que c'est important que les compétences israéliennes, si je puis dire, francophones, viennent en tout cas dans le monde du Chinour et fassent un échange de compétences. Alors oui, des projets. Voilà, c'est l'occasion, on est à la radio, d'ouvrir les portes à ceux qui sont intéressés, en tout cas à entrer en contact par ton biais, etc. S'il y a des bonnes idées, c'est important de les transmettre. En tout cas, moi, j'y travaille, j'y pense très sérieusement et j'espère pouvoir faire quelque chose de concret dans les prochaines années. On peut trouver des financements pour ce genre de projet ? Il y a des sources, des contacts, ou c'est toujours difficile, il faut se battre, il faut commencer ? Alors, ce qui est très étrange, c'est que dans les dernières années, surtout en Suisse, où l'école juive ne paraît pas du tout une priorité, ce qui est étrange, puisque de tout temps dans le judaïsme, la tradition et la transmission ont été le numéro 1 de nos parents et de nos grands-parents et de nos aïeux. Et donc, on trouve. Et puis moi, je suis un petit peu pour ça dans la Chita Trabad. On fait, et puis le reste va suivre. On va trouver, la bracha va venir et exactement. On va s'en sortir. On va commencer à aborder les dernières encablures de l'émission. Donc, on va commencer à se séparer de chacun d'entre vous, en vous souhaitant d'abord la plus grande réussite dans ce que vous allez faire. Merci. Chani, on veut te voir bientôt femme d'affaires. On fera du business avec toi. Non, parce que cette émission est un tremplin pour que je puisse fermer quelques deals avec des jeunes, que ça soit clair. Je vais bientôt rendre visite à Nourid, qui a besoin de grands professionnels. On t'attend. On va aller là-bas. Emmanuel, à la fin de l'année, tu vas pouvoir choisir un peu ta voie, ce que tu vas faire. Toi aussi, on te souhaite une grande réussite. Merci. Tu sais qu'on est ici dans les studios de Kalita, qui est une organisation qui a été créée pour essayer de chapeauter un peu tous les efforts pour une meilleure intégration. Il y a encore beaucoup de boulot à faire. Il y a énormément d'efforts qui est fait. Cette radio est un outil aussi. Mais je voulais faire tout ça pour arriver à peut-être la star de cette émission, celle qui a été la plus rafraîchissante. Je m'excuse pour les autres. C'est un rayon de lumière dans cette émission. Tali, d'abord, on va te souhaiter de grandir et de continuer à être la fille super sympa que tu es actuellement. C'est super agréable de voir quelqu'un d'aussi à l'aise devant un micro. Je ne vais pas t'obliger à nous chanter un petit truc pour dire au revoir. Ils vont croire que je pense qu'à ça depuis le début de l'émission. C'est faux, je pense à d'autres choses.
Mais c'est très agréable pour nous, en tout cas, de voir une famille aussi motivée, aussi sympa que vous, et avec autant de projets. Merci. La mère a réussi à être comme notre matriarche Sarah, qui arrivait à être toujours jeune. Plus elle grandissait, plus on avait l'impression qu'elle était restée fraîche comme quand elle avait 7 ou 8 ans. Thalie, dis-nous un peu le mot de la fin, dis-nous au revoir de façon sympa. Raconte-nous un truc, une histoire suisse, j'en sais rien, trouve quelque chose. T'as pas une idée comme ça tout de suite qui te vient dans la tête? J'adore parce qu'elle cherche à réagir, tu la mets dans des pièges terribles. Et toi, elle n'hésite pas, elle dit tiens, je vais lui en trouver une. Je sais pas de quoi tu veux que je parle. Eh ben moi non plus. En tout cas, Bernard, nous aussi, on voulait te remercier pour ce que tu fais parce qu'en effet, c'est très important le travail de la radio et c'est bien d'utiliser ça pour les adolescents parce que je pense que, voilà, entre un Emmanuel en début d'année, un Emmanuel fin d'année, je pense qu'il y aura une différence. Donc, merci d'avoir... Il y aura une différence. D'abord, on l'attend fin l'année. On attend aussi Chani. Non, on traite de plein de sujets. Je vous fais mon numéro, la carte, le numéro du studio Qualita. Vous pouvez être en contact et venir des fois donner un avis sur un sujet qui peut vous intéresser. Pareil pour Nourit, même si tu es en Suisse. Oui. Pareil pour Thalie, tu as envie de nous passer un coup de fil, tu téléphones, tu dis oui, j'entends l'émission. Il est très fort, Bernard. Il ne nous laisse pas le remercier jusqu'au bout. Donc, Bernard, merci beaucoup. Vous avez tout à fait le droit. En général, les invités un peu sympas laissent un petit chèque et je pense que c'est pas peine de se... Il n'y a pas de chèque en Suisse, ça n'existe pas. C'est que du cash. C'est loupé. On aura essayé. N'oubliez pas le technicien. Merci David. Merci David de nous avoir prêté vos headphones. Merci à tous, merci à nos invités suisses, à ceux qui font un programme cette année en Israël ou ceux qui restent là-bas en Suisse et qui montent des projets pédagogiques. On aura l'occasion de vous entendre. Vous pouvez nous appeler aussi au téléphone, participer pendant les émissions. Notre antenne, en tout cas, elle est ouverte puisqu'elle est là pour motiver les jeunes à monter des projets et les moins jeunes à les encadrer. Merci à vous d'être venus aujourd'hui. Fin de l'émission Plein l'ado pour aujourd'hui. Bye bye. Au revoir Bernard. Au revoir. Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.